Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Filière Sport, la première émission 100% dédiée à l'univers économique du sport. Une émission à découvrir chaque mois sur notre antenne sur Sport en France. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de ce qui fait le sport dans notre pays, son poids économique, les acteurs qui font ce marché. Et au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur les grands indicateurs économiques du sport en France. Le sport, un secteur en expansion permanente, un pourvoyeur d'emplois. En résumé, un vrai sujet à découvrir avec nous ici sur notre antenne. Nous parlerons en seconde partie d'émission du phénomène du vélo qui s'amplifie dans toutes les villes de France. Le vélo serait-il devenu tendance? La question sera posée à nos invités ici en plateau. Nos invités présents sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Caillet. Bonjour Virgile. Bonjour Maxime. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Jackie Baudran, vous êtes vice-président de la Fédération française de triathlon et vous êtes en charge de la communication. Et Benjamin Carlier, vous travaillez pour l'agence Olbia Conseil et vous accompagnez les acteurs institutionnels du sport. Dans la première partie de cette émission, nous allons découvrir des chiffres. C'est l'heure du Money Time. La première partie de cette émission s'appelle Money Time et on va parler de chiffres. Et on commence avec le principal chiffre représentatif du marché du sport, 38,1 milliards d'euros. Il s'agit des dépenses des ménages, des administrations publiques et des entreprises. Quand on met ce chiffre, et vous le voyez à l'infographie, en face des autres grands secteurs de l'économie, il apparaît clairement que le secteur du sport est un secteur important, 1,8% du PIB français. Virgile Caillet, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui fait l'économie du sport aujourd'hui? Ce n'est pas que Neymar et Mbappé. Exactement, vous avez raison de le souligner parce que effectivement dans l'imaginaire collectif, on aurait tendance à résumer le poids économique du sport à ce qui se voit le plus, à ce qui fait fantasmer, ce qu'on pourrait appeler le sport business. Et finalement, ce sport business est une petite partie de ce que représente en termes économiques le sport en France. Vous l'avez dit, plus de 38 milliards. Et il faut même l'avouer, on n'a pas de parfaite certitude sur l'ensemble des chiffres. Donc c'est 38 milliards, probablement même peut-être un peu plus, 2 points du PIB. Ça montre à quel point, effectivement, l'économie du sport est une économie en pleine croissance, une économie qui génère de l'emploi, une économie qui porte une forme de rayonnement à l'international. Donc c'est un secteur qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention. Virgile, on le disait en introduction de cette émission, vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Certains de nos téléspectateurs ne vous connaissent pas. Qui représentez-vous? Alors, nous sommes un syndicat professionnel, une organisation patronale qui représente un secteur économique, qui est le secteur de l'économie du sport. Donc, pour faire simple, alors si je devais caricaturer un peu notre activité, je dirais qu'on est un petit peu le MEDEF ou la CPME du sport, c'est-à-dire qu'on représente le secteur marchand du sport. C'est quand même 12 milliards d'euros que nous représentons. Donc c'est énorme. C'est une partie importante justement de cette contribution économique du sport dans l'économie française. 1,8% du PIB, mais seulement 0,12% des dépenses de l'État. Comment est-ce qu'on explique ce déséquilibre ? Alors ça, c'est une bonne question et on ne se l'explique pas. Ou alors, il faudrait demander effectivement au gouvernement. Non, objectivement, il y a probablement une anomalie, si j'ose dire, à ce niveau-là. Le sport est toujours considéré comme un outil effectivement de lien social, c'est un enjeu de santé publique, c'est un outil de rayonnement, on voit bien c'est un vrai levier de croissance sur le plan économique et donc c'est un petit peu curieux de voir qu'il n'y a pas derrière le soutien qu'on pourrait attendre de la part des pouvoirs publics. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse, donc on est nombreux à s'interroger sur comment faire pour accompagner le mouvement sportif, accompagner les collectivités, accompagner ce développement des pratiques des activités physiques et sportives en France. Alors Virgile, vous venez de nous dresser une analyse un peu macroéconomique de ce qu'est le marché du sport. Et maintenant, on va réduire un petit peu l'angle. Et Jackie Baudran, vous représentez la Fédération française de triathlon. Et vous allez nous donner un petit peu le retour terrain. Alors déjà, si vous deviez me présenter votre fédération en quelques chiffres, quels chiffres vous pourriez choisir ? En quelques chiffres, je dirais, notre fédération, d'abord, est une fédération jeune, elle n'a que 30 ans. C'est une fédération qui a connu une croissance rapide, près des 2 chiffres et une des premières actuellement sur les fédérations olympiques. Parce que c'est une discipline qui est jeune ? Alors c'est une discipline qui est jeune, 87 Conadé et fédération très peu de temps après, arrivé aux Jeux olympiques en 2000, première médaille au dernier JO en paralympique et
on a quand même aujourd'hui sur une dynamique avec un nombre de licenciés significatif. On approche les 60 000 licenciés, 155 000 pratiquants. La différence étant due à des passes, ce qu'on appelle compétition, qui permettent à des gens de pratiquer une fois ou deux notre sport. L'autre particularité, c'est qu'il y a 12 disciplines dans notre sport qui vont de l'aquathlon au raid, en passant par le triathlon qui est la discipline phare et olympique, mais il ne faut pas oublier les 12 autres qui ont la particularité d'être des disciplines enchaînées, et il faut qu'il y ait plusieurs enchaînements pour qu'ils soient adhérents à notre fédération. Voilà, c'était pour la subtilité. Alors on le sait, les fédérations évoluent dans un environnement économique qui peut parfois être compliqué, les subventions diminuent, les sponsors parfois difficiles à trouver, je pense que vous confirmez. Comment la fédération trouve-t-elle un équilibre économique ? Il y a plusieurs ressources. D'abord, il y a les affiliations de clubs, il y a les licences. Nous, à la fédération, c'est à peu près 70% de la ressource qui vient de ces leviers-là, 20% à peu près les subventions d'État, le reste étant les partenariats qui se nouent, mais qui ne sont jamais assez important aux yeux des fédérations et sur lequel chacun d'entre nous devons être vigilants, parce que le modèle économique, si nous voulons arriver à l'équilibre, il se fait par une ressource ou par une non-charge. Donc il faut trouver cette économie. Et ce modèle économique, avec la particularité d'avoir la chance de gérer une fédération en pleine croissance. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Du mal, le mot est un peu fort, mais je trouve que, comme le disait tout à l'heure notre ami, en effet, je trouve qu'il n'y a pas une valorisation marchande suffisamment claire des opérateurs. Et ça m'interpelle toujours. Benjamin, merci d'être avec nous. Benjamin, les subventions, est-ce qu'elles diminuent vraiment ? Est-ce que le sport, ça se réduit juste aux subventions qu'on donne aux fédérations ? Alors, il y a deux pourvoyeurs de subventions pour le mouvement sportif en général. Il y a bien sûr l'État qui s'occupe du développement de la pratique et du haut niveau et qui donc chaque année noue des conventions d'objectifs avec les fédérations. Alors tout ça est en train d'évoluer puisqu'aujourd'hui il y a l'Agence nationale du sport qui a été créée et qui a vocation à d'une part développer cette pratique et d'autre part s'occuper de la haute performance. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette Agence nationale du sport aujourd'hui est composée de 4 collèges, avec l'État bien sûr, le mouvement sportif également, les collectivités territoriales et également le monde économique qui participe à la gouvernance de ce sport. Donc, tout ça, c'est la finance publique, on est bien d'accord ? Tout ça, c'est aujourd'hui effectivement de la finance publique qui va derrière vers les fédérations et vers les clubs. Et puis après, il y a bien sûr les collectivités territoriales qui sont pourvoyeuses de subventions aussi pour les clubs au niveau local et aussi qui ont un rôle déterminant à jouer dans les équipements, puisque une des principales sources de dépenses des collectivités territoriales dans le sport sont liées aux dépenses liées aux équipements sportifs qui sont forcément souvent nécessaires et inhérent à la pratique d'un certain nombre de sports et de disciplines. Alors, les collectivités territoriales, c'est un acteur important du sport, mais l'acteur le plus important du sport, c'est les ménages. Et Virgile, ce sont les ménages qui tirent vraiment l'économie du sport vers le haut, puisque leurs dépenses représentent 18,3 milliards d'euros, encore un grand chiffre. Qu'est-ce qui explique ce poids si important des ménages dans l'économie du sport ? Oui, effectivement, on va vous infliger pas mal de chiffres aujourd'hui, mais je pense que c'est important pour bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissements de ce qui participe à l'économie du sport en France. Alors, 18 milliards, c'est la contribution des ménages. C'est-à-dire que ce sont eux qui, effectivement, sont les principaux contributeurs. Alors, avec différentes orientations. D'abord, les articles de sport, c'est-à-dire pour la pratique, la pratique du plus grand nombre. On considère qu'il y a à peu près 29 millions de Français qui déclarent avoir une activité physique ou sportive régulière, c'est-à-dire quasiment toutes les semaines. C'est beaucoup ? C'est beaucoup et c'est pas assez. C'est déjà pas mal. On est une nation de sportifs. On n'est pas encore une nation sportive, c'est-à-dire qu'il nous manque quand même cette dimension culturelle d'inscrire le sport dans l'éducation. Mais en revanche, oui, on est quand même plutôt des gens assez sportifs. Donc les articles de sport qui représentent plus de 11 milliards. Il y a toute la billetterie, c'est-à-dire ce que dépensent les Français pour aller voir des spectacles sportifs. C'est 1,6 milliard. Vous avez les paris sportifs qui
souvent ne sont pas pris en compte, et pourtant c'est bel et bien une contribution financière dans l'économie du sport, et on est à plus de 1 milliard. Et puis ensuite, il y a également un élément qu'on ne considère quasiment jamais dans l'analyse que l'on peut faire du poids économique du sport, c'est toutes les participations, les abonnements, les adhésions à des clubs privés, les clubs de fitness, les clubs de foot à 5, les clubs d'escalade, les salles de trampoline qui s'ouvrent de plus en plus. Eh bien ça représente quasiment 4 milliards. Donc vous le voyez, tout cela cumulé, eh bien, les contributeurs principaux de l'économie du sport en France, ce sont effectivement les ménages. D'accord, mais en fait, c'est un peu difficile d'évaluer vraiment ce que... Alors, vous avez raison, c'est probablement un des points faibles de tous les acteurs du sport, et je pense qu'autour de ce plateau, on en sera d'accord. Je prends juste un exemple, Virgile. Par exemple, quand on parle de tourisme sportif, est-ce que ça apparaît dans la mesure ? Alors, vous posez des questions difficiles. Non, ce n'est pas les questions les plus faciles, mais vous avez raison de les poser. Aujourd'hui, en France, il n'existe pas de compte satellite, c'est-à-dire une sorte de compte analytique qui identifierait toutes les contributions économiques que représente le sport. Ce qui fait qu'effectivement, ce genre d'externalité n'est pas pris en compte. Le tourisme sportif, le sport d'entreprise, le sport santé, ça navigue quelque part, c'est probablement de l'emploi, c'est probablement de la contribution économique, mais aujourd'hui, on ne sait pas l'évaluer, et c'est sans doute un point faible du monde du sport, des acteurs du sport à l'heure actuelle. Donc le poids des ménages serait donc un peu sous-évalué ? Probablement, en tout cas, le poids économique du sport dans son ensemble, c'est sûr. Jackie Baudran, selon les statistiques, une grande majorité des Français pratiquent la marche ou la course à pied, enfin des Français qui font du sport, 1 sur 2. Si on ajoute à cela le cyclisme, la natation, le triathlon, c'est absolument la discipline idéale. Est-ce que c'est une dynamique que vous ressentez au quotidien au sein de votre fédération ? Et surtout, quel est le retour des équipementiers, des professionnels de votre sport ? Alors, la réponse, elle est claire, c'est oui, c'est une dynamique que nous retrouvons. C'est un sport dans l'air du temps, puisqu'il se pratique en plein air, avec un inconvénient par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il nous faut aménager notre terrain de jeu à chaque manifestation. Ça, c'est sur le plan purement... économique. Après, il y a d'autres vecteurs qui ne sont pas toujours intégrés, sur lesquels il faut être attentif. Tout à l'heure, vous parliez du poids économique de nos manifestations. Juste un exemple, l'Ironman avait lieu il n'y a pas longtemps, les championnats du monde à Nice. Il se dit, calcul pas fait par Jackie Baudran, mais par le patron Europe d'Ironman, que cela a amené, entre le tourisme sportif et les différents éléments, 22,5 millions à la Côte d'Azur. C'est vrai que j'aimerais, en effet, avoir plus fréquemment cette source, parce qu'elle porte le vrai poids et la vraie contribution de nos sports. Est-ce que le triathlon aujourd'hui crée beaucoup d'emplois ? Alors... il y a, comme l'a dit tout à l'heure, les uns les autres, comme vous le dites les uns les autres, il y a ceux directs. Et même indirectement. Alors c'est surtout cela qui m'intéresse en réalité, puisque je vous donne un exemple, le triathlon est le sport le plus connecté en France et en Europe actuellement. Tout le monde a sa montre connectée, son capteur de puissance, etc. et a souvent été un vecteur d'innovation. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce vecteur de l'innovation contribue souvent derrière à d'autres secteurs économiques qu'il ne faut pas négliger. Là encore, la difficulté, c'est à quel niveau on situe cela. Nous, les études qui sont faites disent que nos seniors, entre guillemets, c'est-à-dire, allez, on va dire les plus de 25 ans, dépensent entre 1 200 et 3 500 euros par an pour... En équipement pour... licence. Voilà, je mets l'ensemble, c'est quelques études qui ont été faites sur le sujet. Si on reste sur l'emploi, Virgile, le sport, c'est 300 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur privé sportif. Est-ce qu'on a encore un levier pour augmenter ce nombre ? Alors, à votre avis ? C'est même un petit peu plus que ça, en fait, c'est 300 000 équivalents temps plein. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs dans l'univers du sport qui ont recours à des temps partiels, à de l'encadrement saisonnier. Donc oui, effectivement, c'est un secteur qui est source d'emploi, qui plus est avec le tunnel d'événements que nous accueillons depuis quelques années, depuis 2014 et jusqu'en 2024. Ça amène de l'expertise nouvelle, ça amène
une qualité d'organisation. Et effectivement, je pense qu'on va vers une augmentation du nombre de salariés potentiels dans cet univers-là. Ça touche à la fois le monde, on va dire, économique, le monde marchand, mais ça touche aussi les collectivités et ça touche aussi le mouvement sportif. Alors, je me retourne un petit peu vers Benjamin, qui connaît bien ce qu'est l'innovation. On connaît les métiers d'aujourd'hui. En revanche, dans le sport, on ne connaît pas les métiers de demain. Ils n'existent probablement pas et on va aller vers beaucoup d'innovation. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le sport, c'est que c'est porteur d'innovation et donc de nouveaux métiers. Alors moi, je vais me tourner vers Benjamin pour savoir ce que vous pensez. Est-ce que l'État est à la hauteur de l'enjeu que représente le sport? Vous me parliez tout à l'heure d'une agence qui a été créée et du rôle de l'État qui est en train de se transformer. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus? Alors, bien sûr, quand on parle du chiffre du budget de l'État pour le sport, Virgile l'a dit tout à l'heure, on peut être parfois un peu déçu, on peut espérer qu'il aille plus loin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le budget du ministère des Sports, qui certes, historiquement, est assez faible, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont les autres ministères vont réussir à se saisir du sujet du sport. Aujourd'hui, à un moment donné, l'espoir qu'on peut avoir en tant qu'acteur du sport, c'est pas tant que le budget du ministère augmente, c'est que tous les autres ministères se saisissent de la question. Lors de l'inauguration de la construction du village olympique, le Premier ministre a réuni plus de 10 ministères autour de lui pour annoncer plus de 170 mesures dans le sport. Que le sport devienne un élément central pour l'éducation nationale, pour le ministère de la Ville, pour le ministère des Transports, pour le ministère de la Santé, et que tous ces ministères se saisissent du sujet du sport, c'est là, à mon avis, qu'est le vrai enjeu dans les années à venir pour que l'État soit à la hauteur des enjeux du développement du sport en France. Rapidement, vous qui représentez les institutionnels du sport, est-ce que vous avez beaucoup de demandes au quotidien en ce qui concerne le sport? Vos clients sont les collectivités territoriales, c'est l'État, c'est tous les gens qui peuvent vraiment agir directement sur le sport. Écoutez, on s'interroge souvent sur est-ce que c'est une bonne chose d'accueillir les JO en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, etc. Moi, il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes s'intéressent au sport qu'hier. De plus en plus de décideurs économiques, de plus en plus de décideurs politiques s'intéressent au sport, même si naturellement, ce n'est pas leur domaine de compétence. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir de nouveaux acteurs qui commencent à investir ce champ du sport et le lier au développement de la santé, au développement des territoires, au développement de la mobilité et à tout un tas de sujets transversaux qui sont l'avenir du sport. Merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. La première partie de cette émission touche à sa fin. C'est le moment de parler mobilité et donc de lancer notre rubrique Contre la montre. Deuxième partie de votre émission Filière Sport et c'est l'heure du contre-la-montre. Et comme l'indique son nom, eh bien, on va parler de vélo et surtout de l'utilisation du vélo au quotidien dans nos villes en France. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Schneider qui nous a rejoint. Vous êtes président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Olivier, qui dit encore bicyclette ? C'était pour différencier du vélo sport, mais en effet, on va bientôt changer de nom. Alors, quelle est la mission principale de votre organisme? Vous êtes une fédération d'associations, vous êtes un lobby. Oui, on est un lobby, c'est-à-dire qu'on pense que la solution vélo-déplacement est sous-utilisée aujourd'hui en France et que ce serait l'intérêt de toute la société que plus de déplacements courts et moyens se passent à vélo. Donc on n'est pas le lobby de ceux qui font déjà du vélo, mais on est plutôt des facilitateurs et des animateurs du débat public sur comment faire pour que les Français, qui très majoritairement souhaiteraient pouvoir faire leurs déplacements pas trop longs à vélo, puissent le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore possible de se déplacer sereinement au vélo. Alors, j'ai trouvé un chiffre sur votre site internet. 75% des déplacements du quotidien font moins de 5 km et seulement 2,7% de ces déplacements se font à vélo. Nous sommes allés sur le terrain demander aux passants le sentiment qu'ils avaient concernant la pratique du vélo au quotidien. On écoute. Comme j'habite loin de la fac, c'est compliqué pour moi de prendre le vélo, sachant que j'habite à 1 heure en transport. Donc si je venais en vélo, c'est encore plus compliqué. Et sachant qu'il commence à faire froid, l'hiver, etc., c'est encore plus dur. Parce que je vois pas beaucoup d'intérêt de prendre le vélo quand il fait froid. Je viens plutôt en scooter qu'à vélo parce que j'habite loin, environ 45 minutes. Et que après, dans la journée, j'ai besoin de prendre le scooter pour aller à différents endroits. Du coup, c'est plus facile pour moi. Si j'avais peut-être tout les vêtements, etc. adaptés,
beaucoup de trucs contre le froid, je savais peut-être. Et puis le fait de faire du sport quand même, ça peut aider. D'une part pour essayer de se maintenir en forme physiquement et d'autre part aussi pour éviter de temps en temps le contact avec mes congénères qui est parfois difficile dans le métro, dans les transports publics. Et je viens d'Espagne et je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de vélos ici qu'en Espagne. Olivier, est-ce que vous êtes étonné par certaines des réponses qu'on vient d'entendre? Il fait froid, c'est dur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça le principal frein à l'utilisation du vélo au quotidien? Il y a les freins de ceux qui n'en ont jamais fait, il y a les freins de ceux qui en font mais qui arrêtent une partie de l'année. C'est vrai que moi j'ai été très frappé quand j'ai visité la ville d'Oulu en Finlande, où même en plein hiver, c'est tout près du cercle arctique et il y a 10% des déplacements qui se passent à vélo et ils disent qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc en effet, comme le disait la personne, c'est une question d'équipement tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une surestimation du temps que ça mettrait de se déplacer à vélo. C'est-à-dire que la personne qui dit qu'elle est à 45 minutes de transport, donc à vélo, ce serait forcément beaucoup plus long. Ce n'est pas forcément vrai pour la majorité des trajets. Même en Ile-de-France, dès que ce n'est pas direct en transport en commun, dès qu'il y a même à l'intérieur de Paris intramuros une correspondance en métro, généralement le vélo est plus rapide. Par contre, quand on est dans un transport en commun, dans une voiture, comme les vitesses de pointe sont importantes et qu'à vélo c'est lissé, on a l'impression qu'à vélo, on va mettre beaucoup plus de temps, mais jusqu'à 7 km, c'est le vélo qui est le plus rapide. Alors apparemment, les Danois l'ont compris, puisque à Copenhague, ce sont 50% des trajets domicile-travail qui se font à vélo. Pourquoi la France connaît-elle un tel retard? C'est une question d'infrastructure, tout simplement. On a conçu l'espace public depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en anticipant le fait que tout le monde va se déplacer de manière motorisée, que ce soit en voiture ou en deux roues motorisées. À un moment, on a vu la limite que ça posait en termes de congestion, et donc on a pensé à ce moment-là au transport en commun, et ce n'est que récemment qu'on s'est rendu compte que le vélo permet, à la fois c'est pas cher, à la fois c'est bon pour le bruit, la qualité de l'air, mais c'est aussi agréable et efficace. Et donc, c'est parce qu'on a eu cette prise de conscience tardive que finalement, mais rien n'est perdu, il suffit de faire la même chose que ce qu'ont fait les Néerlandais et les Danois, et dans quelques années, nous y serons. Alors, vous décernez chaque année, je crois, le baromètre des villes cyclables. Sur quels critères vous leur donnez je ne sais pas, un titre particulier? Alors, le baromètre des villes cyclables, c'est une enquête que l'on anime, et donc on demande à toutes les personnes qui font du vélo ou rêveraient d'en faire, de répondre à une assez longue enquête, enfin on met 5 minutes, mais une bonne trentaine de questions. Et donc comme ça nous permet de voir sur chaque point de détail le stationnement des vélos, la circulation dans les petites rues, dans les grandes rues, etc., le respect par les automobilistes, quel est le ressenti final des usagers. Et c'est ça qui nous permet de savoir comment évolue, excusez-moi pour ce barbarisme, la cyclabilité des villes françaises. Et donc là, on est dans la deuxième édition. On avait eu plus de 100 000 répondantes et répondants il y a 2 ans. Et donc, on va le faire tous les 2 ans, parce que tous les ans, il n'y a pas assez de différence pour que ce soit palpable. Donc il y a 2 ans, tout le monde s'intéressait au classement, qui sera la première ville, la deuxième ville, la troisième ville. Mais ça, finalement, comparer 2 villes qui sont très différentes, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, comparer Grenoble 2017 à Grenoble 2019, Marseille 2017 à Marseille 2019, là, ça a beaucoup de sens. Et donc, ça va donner, notamment pour tous les débats qu'on attend pour les municipales, des billes aux hommes politiques, aux femmes politiques, pour savoir quelles sont les attentes concrètes des Français, parce qu'ils sont 92% à souhaiter que le vélo se déplace en ville. Ils sont même 60% à l'avoir utilisé au moins une fois les 12 derniers mois, et très majoritaires à vouloir non pas en faire leur mode de déplacement principal, mais celui qui est naturel pour les déplacements de 3, 4, 5 km. Mais ils ont des besoins concrets, et donc cette enquête permet de prioriser ce qu'il faudrait faire dans l'action publique pour que le système vélo soit en place. Benjamin, est-ce que vous pensez qu'un outil comme le baromètre des villes cyclables est efficace pour faire évoluer
les institutions vers davantage de vélos? Pour moi, il est parfaitement efficace parce qu'à un moment donné, quand les citoyens se saisissent d'un sujet et montrent eux-mêmes qu'ils ont envie et qu'ils préféreraient se déplacer différemment et qu'ils montrent quels sont les points, comment lever les freins à la pratique du vélo, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on a évoqué le baromètre des villes, mais moi, j'attache de l'importance aussi à ce que les gens puissent considérer, enfin, ce que les villes puissent considérer que c'est aussi un principe d'intermodalité. Donc, il faut que les collectivités puissent aussi discuter entre elles, parce que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on s'arrête pas, les pistes cyclables ne s'arrêtent pas aux portes d'une ville, mais qu'il y ait bien des pistes cyclables continues. Donc là, les collectivités, chacune à leur échelle, ont un rôle à jouer. Et puis aujourd'hui, on attache aussi beaucoup d'importance, à mon avis, il faut attacher beaucoup d'importance à l'intermodalité et donc à la capacité, par exemple, de prendre le train avec son vélo et du coup d'aller à la gare en vélo, de mettre le vélo dans le train et de renchaîner avec le vélo derrière. Très rapidement parce qu'on est en retard, le business du vélo à assistance électrique, comment se porte-t-il ? Le business du vélo à assistance électrique, c'est un business qui est florissant. De 2017 à 2018, il y a eu plus de 13% de vélos électriques vendus et c'était plus 90% de 2016 à 2017. Aujourd'hui, c'est 350 000 vélos à assistance électrique qui sont vendus en France. C'est considérable et surtout, ça permet de ne plus avoir l'excuse de « c'est dur » ou « je transpire ». Non, le vélo est accessible à tous, à toutes les populations, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et vous l'aurez compris, avec un bon équipement, on peut combattre le froid. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour nous parler de vélo. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'économie du sport, sur la tendance vélo. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Filière Sport. Salut à tous.